Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Votre libido est peut-être en berne par ce temps gris et froid. Alors la météo n'est peut-être pas la seule cause à rechercher. Alors comment retrouver naturellement et durablement le chemin de la couette ? Eh bien on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. C'est le sujet qui revient le plus souvent dans les consultations de thérapie de couple ou de sexologie. Docteur, pourquoi je n'ai plus de libido ? Pourquoi je n'ai plus envie de faire l'amour alors que je trouve mon partenaire toujours aussi attirant ? Alors, il peut y avoir différentes causes à rechercher. Une insatisfaction sexuelle, inconsciemment refoulée, un problème hormonal ou encore une charge mentale trop envahissante. D'ailleurs, c'est l'objet d'une autre émission de La Santé d'abord que je vous invite à regarder. Bref, la baisse du désir n'est pas une pathologie en soi, c'est vrai, mais une bonne libido est un signe de bonne santé, aussi bien physique que psychique. Et je pense que mes invités seront d'accord avec moi. Guénelle Abéguilé, bonjour. Bonjour. Vous êtes kinésithérapeute de formation, formatrice en micronutrition et santé fonctionnelle et spécialisée en hormologie. Ce qui tombe bien parce que la perte de libido peut effectivement avoir une origine hormonale. Vous êtes également l'auteur de Troubles hormonaux, reprenez le pouvoir, paru aux éditions Résurgence. Enfin, un livre consacré à nos ovaires. Et comme on le verra tout à l'heure, une mauvaise ovulation peut altérer notre santé physique, psychique, mais également notre libido. Philippe Breneau, bonjour. Bonjour, Véronique. Alors, vous êtes psychiatre et thérapeute de couple. Vous êtes directeur des enseignements de sexologie à l'université Paris-Cité. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages, dont Pourquoi c'est si compliqué l'amour, aux éditions Les Arènes, qui est directement en lien avec le thème du désir au sein du couple. Parce que je crois que vous avez écrit plus de 53 livres, donc on ne va pas tous les citer. On va citer ceux qui sont en lien avec l'émission. Et également L'incroyable histoire de la sexualité en bande dessinée, également les éditions Les Arènes. C'est votre plus grand succès, puisqu'il a été traduit, je crois, dans plus de 20 pays. Donc voilà, un grand merci à tous les deux d'être avec nous pour parler de libido. Mais tout de suite, en guise de préliminaire, je vous propose un petit baromètre de la libido des Français. C'est un reportage d'Élise Comarteau. La santé sexuelle, la capacité d'un individu à avoir des relations avec un autre. Les femmes, souvent, elles prennent du coup la contraception, ce qui du coup dérègle nos hormones et souvent ça fait plus une baisse de libido qu'une hausse de libido le plus souvent. Et après, tout dépend des hommes, s'ils savent s'y prendre, c'est bon. L'état d'esprit aussi. Et le sexe, c'est pas que fort physique, quoi, je veux dire. Les femmes, on nous éduque à être un peu plus silencieux sur le sujet, mais on n'en pense pas moins, je pense. C'est plus assumé chez les hommes d'avoir une libido que chez les femmes. Avoir une vie assez saine, une bonne hygiène peut-être pour dynamiser la libido. En vieillissant, les femmes gagnent en libido et à l'inverse pour les hommes. Moi j'avais entendu que le chocolat ça avait des effets, mais je sais pas du tout honnêtement si c'est vrai ou faux, quoi. Dans mon quotidien, je sais que certaines personnes qui fument ont moins l'envie ou n'arrivent pas justement à avoir un rapport après. Après, je sais pas si c'est ça, mais voilà. Des personnes, quand elles boivent, après, ils sont un peu libérés et tout ça, et du coup, ils sont un peu plus ouverts. Ça part dans tous les sens, c'est-à-dire que on se retient plus, ou soit ça arrête tout. Un homme, pour être bien, il faut qu'il ait du sexe, alors qu'une femme, elle veut du sexe une fois qu'elle est bien. Il faut discuter, beaucoup parler, et dire ce qu'on a sur le cœur le plus souvent possible. Exprimer son ressenti, son besoin. Petit secret, le désir. La non-routine et puis les petits jouets. Les petits jouets, la non-routine, communiquer. La libido serait plus assumée chez les hommes que chez les femmes. Bon voilà, on va avoir matière à discuter sur le sujet aujourd'hui. La notion d'hygiène de vie aussi sort beaucoup dans ce micro-trottoir. On en parlera plus précisément avec vous, Guénaëlle. La baisse de libido peut concerner aussi bien les hommes que les femmes et à tous les âges de la vie. Mais je pense qu'il faut bien d'abord garder en tête qu'il est tout à fait normal de ne pas avoir envie de faire l'amour tous les jours. Mais à partir de quel moment faut-il s'inquiéter, Philippe Breneau ? Quand peut-on dire « Ouh là là, j'ai un problème avec ma libido » ? Alors, d'abord, je trouve ce micro-trottoir très juste parce qu'il montre un peu toutes les facettes de ce qu'on va évoquer.
Moi, je crois qu'il n'y a pas à s'inquiéter lorsque les deux partenaires ne sont pas gênés. Mais très souvent, il va y avoir une asymétrie. L'un des deux va mal vivre le fait qu'on fasse pas assez souvent l'amour. Deuxièmement, il y a une espèce de norme. On parle tellement de sexualité, on en parle plus qu'on ne le fait, je crois. C'est-à-dire qu'en permanence, il faudrait orgasmer tous les jours, Non, ça marche pas comme ça. Alors justement, vous parlez de normes. D'après les sondages, je sais que vous n'aimez pas les sondages, mais on va quand même donner quelques chiffres, vous allez pouvoir rebondir. D'après les sondages, les couples français auraient en moyenne 8,7 rapports par mois, c'est-à-dire entre 2 et 3 par semaine, sachant que les 2 premières années de vie commune, on est plutôt à 13 rapports par mois. Donc du coup, beaucoup se posent la question, est-ce qu'il existe une fréquence normale ou idéale des rapports sexuels ? Vous voyez bien que même ces chiffres-là sont terroristes parce que... Tiens, là, tout le monde est en train de se poser la question. Lorsque, par exemple, je lis un journal et puis on dit « mais on a moins de rapports, mais on n'est pas normaux ». Tout le monde, et beaucoup de gens vont consulter, on voit des couples consulter pour « on ne fait pas assez souvent l'amour ». Alors très souvent, il y a la culpabilité de l'un. C'est à cause de moi. Non. La sexualité se fait à deux. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire en thérapie de couple, c'est arriver tout le temps à ramener l'idée que c'est l'ensemble des deux qui va amener à ce qu'on fasse plus difficilement ou un petit peu moins. Et c'est normal que ça soit fluctuant. Alors la libido, comment ça marche ? On sait que le désir est une chose complexe. Pourquoi va-t-on avoir du désir, une attirance pour une personne en particulier ? Alors on pourrait se demander d'abord qu'est-ce que la libido ? C'est un terme qui a beaucoup été utilisé par Freud, qui vient de la philosophie, mais la libido, pour Freud, c'est la pulsion de vie. C'est au-delà de la sexualité. Mais dans la pulsion de vie, il y a la pulsion sexuelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend libido, c'est pulsion sexuelle. C'est fait de quoi ? C'est fait de la physiologie. On va parler des hormones notamment. Bon, à moins d'un déficit hormonal au tout début de la vie, ça existe, la plupart des gens ont les capacités à avoir une sexualité. Ça va venir d'une éducation. Alors, il faut dire une chose qui n'est pas très connue. La sexualité, ça s'apprend. C'est totalement appris. Mais ça s'apprend comment ? Ça va s'apprendre, alors on va le voir. Il y a des éducations restrictives, suivant les familles, suivant les pays, Et puis, il y a des éducations beaucoup plus libérales, libératrices. Ensuite, ça viendra des expériences de vie, les premières rencontres, ainsi de suite. Il peut très bien y avoir aussi des freins, par exemple, par une agression sexuelle, quelque chose de difficile, de négatif qui va peut-être freiner. Et ensuite, il va y avoir l'état de mon être aujourd'hui, que je sois homme, femme. Je vais avoir une pulsion en lien avec le sentiment amoureux la plupart du temps, mais qui va être un petit peu freinée. On va le voir par l'humeur, suis-je totalement tranquille, avec un grand frein à la sexualité, c'est l'angoisse. D'accord. Donc attention au stress, à l'angoisse, à la charge mentale. C'est tout chez les mammifères, tous les mammifères. Lorsqu'il y a de l'angoisse, la peur d'un prédateur, immédiatement la sexualité s'arrête. Eh bien, si on est dans un moment d'intimité, qu'il y a quelque chose qui est une crainte, ou qu'on a beaucoup de préoccupations, ça va le freiner. Et ça, c'est à cause de notre fameux cortisol, et on en parlera avec Guénel. On a tendance à dire que chez l'homme, et d'ailleurs on l'a vu dans le micro-trottoir, le désir est plus mécanique. Alors que chez la femme, il serait plus intellectualisé. Est-ce que c'est une idée reçue ou pas ? Alors, c'est pas faux. C'est ce qui est observé par presque tous. Moi, je vais le dire autrement. En tant qu'anthropologue, on regarde ce qui s'est passé pour arriver à la sexualité humaine aujourd'hui. Hommes et femmes, nous avons deux sexualités qui n'ont pas été faites pour vivre ensemble. Je peux pas l'expliquer dans le détail là. Mais ça amène à par exemple, un mode d'excitation qui est très différent. La plupart des hommes ont un réflexe érectile, qui est même presque indépendamment de la partenaire, si c'est dans une relation hétérosexuelle. Mais dans le fond, puisque tu es là, il n'y a pas de doute que c'est toi que je désire. Mais très souvent, c'est un réflexe. Au niveau féminin, il y a des réflexes, mais c'est pondéré par beaucoup d'autres choses. Alors, je vais le résumer comme ça. La sexualité masculine est très peu conditionnelle, et je vais parler en termes triviaux, je peux bander très facilement. La sexualité féminine est très conditionnelle. Conditionnelle aux états de vie,
au sentiment amoureux, au mode de la relation. Et s'il y a les conditions de l'amour, ça peut fonctionner. Voilà. Et conditionné aussi à nos hormones. Les hormones, on va en parler, bien sûr. Et là, on va en parler justement avec vous, Guinaëlle, parce qu'en matière de libido, quelles sont les hormones qui entrent en jeu aussi bien chez l'homme que chez la femme? Alors, il y a plusieurs hormones, mais il y a aussi des neurotransmetteurs, entre autres. Et il y en a plusieurs, mais le premier qui nous vient en tête quand on pense à la libido, c'est la testostérone, qui est souvent assimilée plutôt à l'homme. Mais en fait, nous aussi, les femmes, on produit de la testo. Et contrairement à l'homme, notre production de testostérone est cyclique, elle n'est pas linéaire, ce qui va aussi faire qu'une femme qui a un cycle physiologique, donc une femme qui n'est pas sous contraceptif hormonal, va avoir aussi une libido qui va être fluctuante en fonction de son cycle. Le moment où elle synthétise le plus de testostérone, c'est juste avant l'ovulation. Donc à ce moment-là, elle a un pic de testo et aussi d'œstrogène, deux hormones qui favorisent la libido. Donc c'est une période où on a plus de libido à ce moment-là. Oui. D'accord. Et puis on a parfois des patientes qui vont nous dire c'est simple, je sais quand est-ce que je vais ovuler parce que j'ai envie de sauter sur mon mari. Avec les avantages ou les inconvénients en fonction de ce qu'on désire. Donc ce qui veut dire quand même que chez les femmes, la libido est quand même plus fragile parce que assujettie en partie à nos hormones aussi. Et en dehors de la libido, quels sont les autres signes qui peuvent être associés à une carence en testostérone? Oui, c'est vrai que ce ne sont pas des hormones qui agissent que sur les organes reproducteurs ou sexuels. On a des récepteurs aux hormones partout. Et notamment, quelqu'un qui va manquer de testostérone, que ce soit un homme ou une femme, sera un peu moins confiant, aura plus de mal à prendre des décisions, sera un peu moins dans la combativité. Alors après, on aura des caractéristiques physiques. On aura tendance à avoir moins de masse musculaire, puisque vous savez, c'est une hormone anabolisante. Un homme pourra aussi perdre en pilosité en fonction de en quoi se transforme la testostérone. On peut en manquer parce que ça se transforme, par exemple, en allant vers les œstrogènes. Et dans ce cas-là, il pourra avoir une tendance à avoir un peu de sein qui pousse. Ou alors, quand la testo va se transformer en une autre hormone plus androgénique, et ben là, il va avoir une chute des cheveux. Et d'ailleurs, parfois, qui s'accompagne avec des poils qui commencent à pousser dans le dos. D'accord, donc les hommes chauves n'ont pas forcément plus de testostérone, contrairement à une idée reçue. Sauf qu'il y a un donc pas plus de libido. Il y a un siècle, par exemple, les hommes chauves, c'était un signe de virilité. Oui. Puisque ça venait d'un excès de testostérone. Bah oui, mais on sait qu'aujourd'hui... En fait, c'est un excès de dihydrotestostérone, mais qui est plus virilisante, effectivement. Et oui. Eh oui. L'ovulation aussi, c'est très important chez une femme, justement pour qu'elle puisse avoir un bon équilibre hormonal et sécréter suffisamment d'œstrogène, de progestérone et de testostérone. Quels sont les meilleurs conseils que vous pouvez donner à une femme pour optimiser son ovulation? Alors, pour bien ovuler, il faut avoir déjà un bon statut en calories. Il faut manger ni trop ni trop peu. Si je ne mange pas suffisamment, mon cerveau va couper la connexion avec mes ovaires et va m'empêcher d'ovuler. C'est la même chose si je me dépense trop, si je fais trop d'activité physique et que je n'apporte pas assez. C'est même un phénomène protecteur adaptatif qui permet de ne pas ovuler pour ne pas faire de bébé. Ce n'est pas le bon moment. Après, si je mange par exemple trop de glucides, j'aurai trop d'insuline. Et trop d'insuline, ça peut augmenter les hormones mâles qui peuvent bloquer aussi l'ovulation. On pourrait aussi parler des biorhythmes. Notre cycle féminin, appelé souvent menstruel, il est influencé par différents types d'horloges. Et donc, si je n'ai pas un bon biorhythme jour-nuit, ça peut également perturber mon cycle. Et comme on a déjà parlé, du coup, il y a la gestion du stress aussi, qui est hyper très important pour la qualité ovulatoire. Et du coup, on peut comprendre pourquoi la pilule contraceptive altère fréquemment la libido. Moi, j'ai beaucoup de patientes qui se plaignent, qui sont sous pilule et qui me disent la libido en ce moment, c'est vraiment dans les chaussettes. Et oui, parce que la principale pilule prescrite, c'est la pilule combinée qui contient des faux œstrogènes et de la fausse progestérone. Et ça bloque l'activité ovarienne et nos ovaires produisent de la testo. Donc on en a moins, mais surtout, ça va augmenter la synthèse d'une protéine qui transporte les hormones, qui va les séquestrer si on veut. Et donc, vu que j'aurai plus de molécules qui séquestrent ma testostérone, entre autres, j'en aurai moins de disponibles pour mes cellules et notamment pour mon cerveau. Donc, moins de libido. Encore moins de libido. Alors, il y a également certaines maladies, malheureusement, comme l'endométriose, qui impactent fortement la sexualité des femmes, en plus de leur fertilité. Je propose d'écouter à ce sujet ce témoignage très émouvant de Pauline, qui habite à Hénin-Beaumont, dans le nord de la France. Regardez. Moi, c'est Pauline, j'ai 34 ans. Je suis atteinte d'endométriose depuis plus de 20 ans, mais diagnostiquée depuis seulement 10 ans. Les symptômes, c'est les douleurs très présentes, très fluctuantes, les saignements qui viennent quand ils veulent un peu. Il y a aussi une fatigue chronique qui s'installe parce qu'il faut gérer cette douleur qui est là constamment. Les premières fois, c'était compliqué parce que
Parce que en fait, j'avais mal, mais c'est... alors bon, on sait tous, la première fois, c'est douloureux. Mais je ne pensais pas à ce point. Je ne pensais pas après. Je me suis mise à saigner. Donc la première fois, on me dit c'est la première fois, c'est comme ça. Et puis la deuxième fois et la troisième fois, on se dit mince. Et après on va à reculons parce que c'est pas du plaisir ni pour l'un ni pour l'autre. Je voyais bien que c'était... Il y avait cette envie, mais en même temps cette peur de qu'est-ce qui va se passer après. C'est pas le but, comme il disait, c'est pas le but de devoir pleurer. La pilule, alors oui, ça aide pour l'endométriose, mais ça a un impact très néfaste sur physiquement et psychologiquement. C'est zéro libido, donc il faut aussi travailler avec ça. Et je pense que si on n'a pas un conjoint qui est à l'écoute et qui est présent, ça prend vite l'eau. Il ne faut pas que ça soit tabou. Il faut vraiment communiquer, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte. C'est vrai que dans le cas de l'endométriose, c'est difficile d'avoir envie de quelque chose qui nous fait mal. Et si on prend la pilule, on a moins de douleur, c'est vrai, mais on a plus de libido et on ne règle pas le problème, Guénaëlle. Et oui, tout à fait. Ouais. Alors après, c'est vrai que les douleurs peuvent varier en fonction du cycle chez la femme qui a atteint l'endométriose. Donc parfois, elles peuvent apprendre à adapter leur sexualité ou leur position en fonction de la période du cycle. Alors, il y a une période aussi dans la vie d'une femme qui peut atomiser notre libido, c'est celle de la ménopause et de la préménopause. Moi, j'ai beaucoup de patientes vers 50 ans qui se plaignent de ne plus avoir envie de faire l'amour. Comment l'expliquer déjà sur un plan physiologique? Là encore, parce qu'il y a une baisse de toutes nos hormones, sans notamment vouloir de la testostérone. Rapporter tout aux hormones, c'est vrai que la baisse des oestrogènes peut altérer la libido et peut entraîner aussi des troubles urogénitaux. Nos oestrogènes sont essentiels à notre santé urogénitale et donc on aura davantage de développement de mycoses ou de vaginose. De sécheresse vaginale, exactement, des rapports douloureux. Dyspareunie. Pour revenir aux femmes ménopausées, effectivement, il faut aussi prendre en charge leurs symptômes parce que si les rapports sont trop douloureux, forcément, on va avoir moins envie de faire l'amour, moins de libido aussi. Exactement, et c'est aussi en fonction de, à la fois l'endométriose tout à l'heure, la ménopause. Si on regarde par exemple ce qu'on appelle les dyspareunies, les difficultés, les douleurs au cours du rapport sexuel, 60% des femmes, voire plus, 3/4 des femmes ont ressenti déjà dans leur vie des douleurs lors d'un rapport sexuel. On demande aux hommes, c'est pas 3%. C'est-à-dire qu'il faudrait que les hommes prennent conscience que le rapport peut être douloureux, douleur ou fatigue, il faut y faire attention alors que les hommes, en définitive, le négligent parce qu'ils ne le ressentent pas. Alors justement, parlons de ces messieurs. Est-ce que l'andropause qui va entraîner un déficit, non pas brutal, mais progressif de la testostérone, peut aussi avoir un impact sur la libido, Guénaëlle? Alors oui, si on prend l'andropause comme une baisse de la testostérone, alors souvent on parle de déficit androgénique lié à l'âge, mais mon avis c'est que l'âge a bon dos, que le mode de vie peut vraiment influencer l'imprégnation dans ces hormones mâles à la baisse, avec un mode de vie qui est bourré de perturbateurs endocriniens œstrogénomimétiques ou qui a tendance à activer la transformation de la testostérone en œstrogène. J'aime parler de la déficience androgénique liée à la bière en faisant une petite blague en disant que sucre, alcool sont très œstrogéniants, si ça se dit. Et en plus, la présence de houblons, qui sont des phytoestrogènes puissants, favorise effectivement la transformation des testos et l'augmentation des oestrogènes. L'andropause, alors, c'est exactement ce qu'on a parlé d'un déficit qui existe chez une petite partie des hommes. Mais c'est vrai qu'il y a une diminution progressive de la testostérone au fil de la vie qui atteint moins la sexualité ou pas autant qu'on l'imagine. Par contre, il faut savoir, toujours pareil dans ces différences hommes-femmes, il faut savoir que les femmes sachent que la sexualité masculine a besoin de plus de stimulation au fil du temps. Ce qui n'est pas vrai de la sexualité féminine. C'est au contraire, elle va s'améliorer. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose de compliqué. Les hommes ont besoin d'être beaucoup plus touchés, beaucoup plus stimulés. Ce qui amène souvent d'ailleurs des défiances parce qu'ils vont rechercher des objets d'attraction, des partenaires différents qui vont les exciter plus. Je crois que la sexualité peut rester dans le couple dans la mesure où on va travailler cette on n'évolue pas, notre libido n'évolue pas de la même façon. Pas du tout. Nous avons deux sexualités qui n'ont pas été faites pour vivre ensemble. Donc un homme a besoin effectivement de plus de stimulation au fil du temps, bien entendu. Alors que la femme se libère peut-être plus. Est complètement libérée. La sexualité, et souvent les femmes vont dire, je n'ai plus de gêne pour les règles, j'ai moins de douleur. Alors effectivement, on fait attention à la sécheresse vaginale, mais surtout, cet homme pourra avoir des et peut-être que
psychologiquement aussi, notre sexualité est mieux assumée, notre libido, notre désir. La vie est plus tranquille au fil du temps parce qu'il y a moins de charge mentale pour les femmes. Aussi, peut-être. Alors, parlons des solutions. Donc, vérifier sa libido, vérifier sa thyroïde, ça on l'a dit. Gérer son stress, on l'a dit, parce que si on synthétise trop de cortisol, ça coupe la libido. Mais une bonne libido, ça passe aussi par l'assiette, Guénaëlle? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? Déjà, c'est d'avoir suffisamment de cholestérol. On parle toujours des problèmes de trop de cholestérol, mais trop peu des problématiques quand il n'y en a pas assez. Mais tous nos hormones stéroïdes, notamment les hormones sexuelles, sont fabriquées à partir du cholestérol. Donc, effectivement, des apports avec des œufs, du beurre de qualité, etc., peuvent faire partie d'une alimentation santé. Mais pas trop de graisses saturées non plus. Voilà, toujours en quantité équilibrée avec les graisses insaturées, comme les poissons gras. Pour la vasodilatation, après, on peut avoir des problèmes d'érection. Des problèmes de maladies cardiovasculaires qui peuvent entraîner des problèmes d'érection si une alimentation trop riche en graisses saturées. Et n'oublions pas l'activité physique, qui est importante aussi pour stimuler la synthèse de testostérone. Est-ce que faire l'amour, ça c'est considéré comme une activité physique ou pas? Du coup, est-ce qu'on va sécréter plus de testostérone? Mais quand on parle de trouver des solutions, moi je crois que les problèmes de sexualité, Margaret Johnson le disait bien, et c'est vrai, sont toujours des problèmes de couple. Qu'on soit même seul parce qu'on fantasme un partenaire. La deuxième chose, c'est qu'il y a une interaction. Si par exemple on est mal dans le couple, s'il y a des déstabilisations, il va y avoir une baisse de... On ne peut pas faire l'amour facilement si on est en tension avec le partenaire. Bien sûr. Et tout nécessite simplement de l'érotisme. Je vais rappeler simplement une chose, c'est que l'érotisme, c'est essayer de stimuler l'intérêt du partenaire, c'est maintenir et stimuler l'intérêt, l'attraction du partenaire. Donc je vais faire quelque chose, je vais vers mon partenaire, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et puis on peut se faire aider aussi par des plantes, par la phytothérapie. Et justement, en parlant des plantes de l'amour, je propose de rencontrer une graine de sorcière. Elle s'appelle Stéphanie Ribeiro. Et vous allez voir, c'est un sujet qu'elle maîtrise à la perfection. Je m'appelle Stéphanie Ribeiro, je suis autrice chez Rustica Éditions Secret d'Étoile et j'ai écrit l'année dernière un livre qui s'appelle Les plantes de l'amour. Je présente plusieurs sortes de plantes que l'on peut cuisiner, que ce soit des épices, des légumes, des fleurs, des fruits. Les plantes aphrodisiaques permettent de régler 3 troubles de la libido. Tout d'abord, le trouble hormonal. Donc en fait, quand on a une baisse de libido, en général, les hormones sont en diminution. On peut utiliser par exemple l'anis pour les femmes et le céleri branche pour les hommes. Le deuxième trouble, ce sera les troubles psychologiques, donc tout ce qui est stress, fatigue. Et là, on va utiliser des plantes plutôt relaxantes comme la mélisse, la lavande, la vanille. On va plutôt les utiliser en tisane ou bien en bain. Et puis le troisième trouble, ça va être les troubles de la circulation sanguine. Et dans ce cas, on va utiliser des plantes vasodilatatrices comme le piment ou le gingembre. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Graines de sorcière, dans lequel je parle beaucoup de plantes et de magie. Là, je fais un chocolat chaud épicé avec du lait d'amande, de la cannelle, du cacao, de la vanille, du clou de girofle et de la noix de muscade. Vous pouvez boire ça avec votre partenaire pour un petit goûter en amoureux et vous m'en direz des nouvelles. Alors Guénaëlle, également en matière de plantes, de vitamines, de minéraux, qu'est-ce qu'on peut conseiller en cas de baisse de libido? Je parle à la micro-nutritionniste. Alors en fait, pareil, ça va dépendre de la cause du manque de libido. Donc par exemple, si c'est lié à un excès de cortisol, au stress, il y aurait le magnésium en micronutriments qui sera un peu incontournable, et l'ashwagandha qui va être vraiment une plante de premier choix. Si jamais c'est en manque de libido parce qu'on manque de testostérone, il y a d'autres plantes qui augmentent la testo comme le maca, le tribulus, l'orthyracine, le palmier nain. On pourrait parler aussi de la sauge ou du houblon si on manque d'œstrogène, ou si on manque de dopamine, ce sera plutôt le L-mucuna. Donc plusieurs solutions en fonction. Oui, la dopamine, on n'en a pas parlé, mais c'est un neurotransmetteur très important pour donner envie d'avoir envie pour la libido. Voilà. Philippe, je vous ai vu acquiescer, c'est des plantes que vous utilisez régulièrement? Moi, j'irais plutôt dans le symbolique, parce que tous les aphrodisiaques
marchent par des principes d'assimilation, de similitude. Et par exemple, toutes les plantes qui peuvent évoquer quelque chose de sexuel, que ce soit des formes tubéreuses, des formes phalliques, ainsi de suite. Pourquoi pas une très bonne cuisine qui est évocatrice. Et par exemple, les huîtres, qui était le plat favori de Casanova. Il en mangeait une douzaine. Mais parce qu'elles sont riches en zinc. Et Guénel vous expliquera que le zinc, c'est très important pour la libido. Quand vous regardez les mollusques, effectivement, ça se rapproche beaucoup du sexe féminin. Comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Non. Vous voyez. Bon, un grand merci à tous les deux. C'était très instructif. C'était passionnant. Je trouvais ça, une approche originale, en tout cas, de la libido. Ça change de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Merci, en tout cas, à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Alors, les points clés à retenir de cette émission. La libido des femmes serait effectivement plus fragile que celle des hommes. Alors restez vigilantes, notamment au moment de la ménopause. Il y a des solutions hormonales et ou naturelles pour remédier au problème. Mais Philippe Bruno nous l'a dit, c'est à cette période-là où la sexualité de la femme est la plus épanouie, la plus libérée. Alors profitons-en. Messieurs, attention à la bière et aux aliments trop sucrés de façon générale qui vont faire baisser votre taux de testostérone. Et en cas de baisse brutale de la fréquence des érections matinales, ne pas hésiter à demander un petit bilan cardiovasculaire. Et puis enfin, attention, le stress est l'un des plus grands ennemis de notre libido. Et pensez aussi à mettre suffisamment de protéines animales dans votre assiette, puisqu'elles sont précurseurs notamment de la dopamine, le neurotransmetteur qui donne envie d'avoir envie. Et attention à un cholestérol trop bas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Encore un grand merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.